Bonjour, je suis Jeanne Malisa, auteure de romances contemporaines qui brassent allègrement l'histoire avec un grand H, l'aventure, l'ésotérisme, l'érotisme, un zeste de fantastique. Tout ça, ça fait plein de cases et donc forcément je suis incasable. Je suis éditée aux éditions Livresque pour ma saga Tuata, qui est composée de plusieurs saisons, chaque saison traitant sur un couple différent, et chaque couple a droit à ses 2 tomes. Je suis également éditée aux éditions Execo pour des nouvelles érotiques, mais je ne vous en parlerai pas ici. J'ai choisi de vous lire le début de ma nouvelle, Le dernier avant-premier, qui est paru aux éditions Livresque en décembre 2018 dans un codex avec un recueil avec d'autres auteurs, et qui est justement un préquel de la saison 1. À tout de suite. Le dernier avant-premier. Édimbourg, une semaine avant Noël. Yann ? L'accueil vient de m'annoncer que votre mère est dans l'ascenseur, le prévient Fiona en frappant à la porte de son bureau. McKelloch échappe un soupir d'impatience. Il pensait qu'il allait pouvoir s'y soustraire cette année encore. Raté. Fiona, faites quelque chose, je veux pas y aller. Gémit le PDG de la WMK en se renversant dans son fauteuil de direction. Sûrement pas. Je suis votre assistante adorée, pas votre bouclier. Et puis je m'en voudrais de gâcher la joie de Colline. Elle adore faire les magasins pour les derniers achats de Noël, et pas seule, vous le savez pertinemment. Elle a 3 fils, un mari et une belle-mère. Pourquoi faut-il que ce soit sur moi que ça tombe ? Fiona lève les yeux au ciel, puis énumère sur ses doigts. Premièrement, Clyde et Carola sont à Paris pour le concerto qu'il donnera au profit de la Croix-Rouge internationale. Deuxio, Filiane travaille avec une de ses Macs sur un programme, je le cite, hyper méga supra révolutionnaire et pour son réseau, et qu'il n'est même pas envisageable de quitter son ordinateur une nanoseconde. Tertio, votre père est aux abonnés absents, perdu dans les dédales de la monumentale bibliothèque de Tuata. Et enfin, Éléas a prétexté ses vieilles jambes trop fragiles pour trottiner dans les allées. Yann la regarde ébahi. Vous les avez tous appelés ? Je ne suis pas votre assistante pour rien, dit Fiona en souriant, clin d'œil à l'appui. C'est la 3e année que votre mère vous sollicite et vous vous êtes toujours défilé parce que vous avez ce genre d'occupation en horreur. J'ai essayé de vous épargner, mais là, je ne peux plus rien faire pour vous. En résumé, je n'ai pas le choix, conclut Yann dépité. Il a beau être à la tête de la société WMK, qui produit un des meilleurs whisky au monde. Le secret de fabrication est d'ailleurs enfermé à double tour dans le coffre-fort familial. Il a beau gérer de main maître, en tant qu'aîné de la fratrie, l'immense domaine ancestral connu dans le monde entier sous le nom de Tuata, situé dans les Highlands, il ne peut échapper à la volonté de faire de sa mère. Je crains que non. Bonne chance. Ah, et n'oubliez pas votre rendez-vous ce soir. Votre table au 21 212 est réservée. Pas de danger que j'oublie mon futur client. Depuis le temps que je le fais saliver, celui-là. J'approche du but et si tout va bien, la plus grande chaîne hôtelière de la planète ne pourra plus se passer notre whisky. De quoi assurer nos arrières pour un bon bout de temps. Fiona observe son patron, une moue ironique. La fortune de votre famille égale celle de la reine. Tuata ne vous coûte presque rien, vous avez fait en sorte d'être pratiquement en autarcie. De plus, vous refusez d'être coté en bourse et les banquiers vous mangent dans la main. De quelles arrières parlez-vous ? J'ai des responsabilités à l'appel et beaucoup de gens qui comptent sur moi, je n'ai pas le droit à l'erreur. Et puis j'aime bien gagner et j'ai horreur de l'imprévu. Fiona sourit. Elle aurait 20 ans de moins, elle serait tombée dans le cliché de la secrétaire amoureuse de son patron. À 32 ans, l'aîné des McKelloch est connu pour être un adversaire féroce en affaires. Sa personnalité, son nom et son physique y sont pour quelque chose. Un caractère impétueux, habitué à être obéi, des épaules de bûcheron, une stature de 2 mètres, des yeux noirs, troublants, et une couleur de cheveux étonnante. Argent, ni gris, ni blanc, argent. Il paraît même qu'au soleil, ses mèches réfléchissent les rayons à en éblouir les rétines. Fiona n'a jamais eu l'occasion de vérifier et se demande si son patron n'en a pas un peu rajouté dans le mythe.
Peu importe, Ian McKelloch est ce qu'on appelle un homme hors du commun. Je vous fais rêver, Fiona. Son assistante ricane. Vous êtes bien trop jeune pour moi, pas assez mûr si vous voyez ce que je veux dire. Et puis vous avez de quoi faire avec toutes ces belles qui tombent dans vos bras. À ce propos, Miss Isobel a encore appelé. Ian grince des dents. Où est-ce que je me suis trompée? Elle savait que je ne serais qu'une histoire avec le mot fin inscrit depuis le début. Je vais lui parler. Et ne me regardez pas comme ça. On dirait ma mère ou Elias. Oui, j'ai plus de 30 ans. Oui, je suis encore célibataire. Et non, je ne veux pas me caser. Un jour, vous tomberez, Ian. Et je serai la première à applaudir l'exploit. Elle existe quelque part, celle qui saura voir qui est derrière le masque. Ian se rembrunit. Il n'est pas près d'arriver. J'aime trop les femmes pour l'imiter à une. Et pour votre gouverne, je n'ai pas de masque. Fiona se penche sur son bureau, les mains à plat sur le plateau. Bien sûr que si. Je travaille avec vous depuis quelques années et je sais que quelque chose vous ronge. Je ne veux rien savoir, je connais ma place. Mais ne me la faites pas à l'envers et surtout ne me faites pas l'injure de me prendre pour une idiote. Vous êtes un homme qui aspire à aimer et à vibrer, pas à papillonner et à lutiner. Sa mère s'invite avant qu'il ne renvoie sèchement Fiona dans ses buts. « Bonjour mon chéri, j'ai besoin de toi et de tes bras, on y va ?» Paris, une semaine avant Noël, rue du Cherche-Midi. Benjamin, si tu rajoutes encore des décorations, je t'étrangle. On ne voit même plus les livres. Anaïs, Noël, c'est Noël. Et puis il en reste encore pas mal dans les cartons que j'ai trouvés dans la réserve. Ton grand-père en a amassé des tonnes, il faut bien que ça serve. Pourquoi ne nous a-t-il jamais dit qu'il en avait autant? Benjamin est comme un enfant qui redécouvre chaque année les guirlandes et les boules de Noël. Oh, mais regarde ça, mais ça date de quand ce truc? La jeune libraire regarde ce dont parle son ami étudiant salarié et pousse un cri. « C'est le dernier qui me reste, tu ne le touches pas !» C'est hyper fragile. Benjamin examine l'objet. C'est un petit oiseau en vert coloré de rouge aux ailes et à la queue dorée. C'est mignon, mais de là à réagir ainsi, c'est un poil exagéré. Anaïs se jette sur l'objet qu'il vient de sortir d'un carton poussiéreux et le niche dans sa main bien au chaud contre son cœur. Il hausse les sourcils et s'appuie contre le comptoir de la boutique, observant son amie qui a du mal à dissimuler son émotion. Elle se cache derrière ses très longs cheveux bruns, essuie des yeux d'un vert qu'il n'a jamais vu ailleurs, et lui renvoie un pauvre sourire. Ses lèvres rouges cerises ont du mal à ne pas trembler. Cet oiseau raconte une histoire, il en est certain. « Tu m'expliques ?» lui demande son amie d'une voix douce en désignant l'objet. Un profond soupir s'envole sans qu'Anaïs puisse le rattraper. Il y en avait 12 des comme lui à l'époque où ma grand-mère a acheté la boîte sur un coup de cœur. C'était quelques jours avant l'accident mortel de mes parents. L'année d'après, un peu avant Noël, grand-père a ramené le plus grand sapin du magasin, exprès pour m'en mettre plein la vue. J'avais presque 5 ans, et ce qu'il m'a dit ce jour-là est resté gravé dans mes souvenirs de petite fille. Anaïs sourit tristement. Peut-être est-ce parce que je ne comprenais pas à l'époque et que mon subconscient l'a enregistré jusqu'à ce que je saisisse le sens de ces mots. Je le revois se pencher vers moi en me caressant doucement la joue. Je veux voir de la gaieté dans tes beaux yeux bien trop graves pour ton âge. Je l'ai demandé au Père Noël et je sais qu'il fera tout pour que ton visage s'illumine, m'a-t-il murmuré. Anaïs se perd dans son passé, le regard fixé vers le plafond, cherchant les images de son enfance. Benjamin comprend que son histoire ne s'arrête pas là. Cet oiseau a réveillé quelque chose en elle qui la fait encore souffrir. Il la ramène doucement au présent. « Anaïs ?» La jeune femme tressaille légèrement et sa voix est un peu rauque lorsqu'elle poursuit. Ma grand-mère a hoché la tête sans rien dire, puis elle a cherché les cartons de décoration, ceux que tu as dénichés. La première boîte qu'elle a sortie contenait les oiseaux. Lorsqu'elle a ouvert le couvercle, elle s'est figée, le visage blanc comme la neige qui tombait dehors, la bouche ouverte, refusant de respirer. C'était comme si ses yeux reflétaient toute la douleur du monde. Et là, elle a perdu les pédales. Elle a méthodiquement pris chaque objet, l'a suspendu dans le vide, puis a écarté ses doigts, laissant l'oiseau se briser net sur le parquet, comme si elle voulait casser son chagrin qui ne l'avait jamais quitté. Celui que tu as trouvé est le dernier que grand-père a réussi à sauver lorsqu'il lui a arraché la boîte des mains. C'est peut-être aussi pour cela que je me souviens de ce Noël. Cette scène a laissé une trace indélébile que j'ai enfouie en moi, ne gardant que le beau et le bon,
telle une petite fille qui ne voulait penser qu'au Père Noël. Il représente beaucoup pour moi, tu comprends? Il est le seul rescapé du temps où mes parents vivaient encore, conclut-elle dans un sanglot étranglé. Benjamin se donnerait des gifles pour avoir déterré ses souvenirs beaux mais trop tristes. La famille est synonyme de tragédie pour Anaïs. Elle a perdu sa grand-mère il y a 5 ans de cela et depuis son grand-père ne semble plus vouloir continuer sans Sylvette, la femme de sa vie. Il est de plus en plus souvent alité, son organisme ne parvient plus à lutter contre le moindre bricobe. Benjamin embrasse tendrement la joue pour tenter d'effacer cet air chagriné qui flâne sur le beau visage de son ami, puis la prend par les épaules. « Tu veux un chocolat ?» Anaïs touche la tête. Le chocolat, il n'y a pas mieux comme réconfort. « Si, il y a mieux. Tu ne l'as pas encore trouvé, mais ça viendra, » dit Benjamin en appuyant sur la touche amour de son portable. La suite, si vous voulez la connaître, il faut acheter le codex. Voilà.